On poursuit maintenant avec un dossier tout aussi captivant qui touche directement le Canada, la course vers l'Arctique et tout ce que ça signifie pour les grands pays du monde. Parce que certains peuvent débattre la cause du changement climatique, mais il y a un fait indéniable, observable, avec lequel tous les pays doivent composer. Et c'est la fonte des glaces dans la région de l'Arctique. Depuis 1970, 40% des glaces de l'Arctique ont disparu. Les conséquences sont multiples. D'abord, ça permet l'ouverture de nouvelles grandes voies maritimes, comme le passage du Nord-Ouest, duquel on aura la chance de parler dans un moment. Mais aussi, ça permet d'accéder à des ressources en gaz naturel et en pétrole qu'on croyait jusque-là inaccessibles. Et c'est pour ça que dès que la glace va se mettre à fondre dans le Grand Nord, les grandes puissances du monde entier vont regarder ce qui se passe avec beaucoup d'intérêt. En 1996, c'est la création du Conseil de l'Arctique, formé du Canada, du Danemark, des États-Unis, de la Finlande, de la Suède, de la Norvège et bien sûr, de la Russie. Il y a déjà beaucoup d'attention sur la question, mais l'intérêt explose vraiment en 2008, quand une étude américaine suggère qu'il pourrait y avoir dans l'Arctique 30% de toutes les réserves en gaz naturel de la planète et 13% des réserves de pétrole. Et c'est là que commence la ruée vers l'or dont on se parle ce soir. Parce qu'au moment où on se parle, c'est loin d'être clair qui contrôle l'Arctique. C'est une région du monde sur laquelle on a encore très peu d'informations. On commence à cartographier les fonds marins, les limites des continents et les frontières de chacun des pays qui ont des prétentions sur la région. L'enjeu est considérable parce qu'on vit dans un monde où les frontières des pays sont presque figées dans le béton. C'est très difficile d'agrandir son territoire autrement que par la guerre et l'annexion d'un voisin. Le système international est rigide, mais il y a quand même des règles dont les pays rusés peuvent prendre avantage. On va prendre un exemple concret. Tous les pays côtiers ont droit à 22 km d'eau territoriale, une sorte d'extension de leurs frontières jusque dans l'océan. Mais en plus du 22 km d'eau territoriale, ils peuvent réclamer jusqu'à 370 km de zone économique exclusive. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils deviennent propriétaires de toutes les ressources qui sont sur la mer, dans la mer et en dessous de la mer. C'est ça qui permet l'exploitation du pétrole en haute mer, par exemple. Maintenant, il y a une troisième règle qui vient complètement bousculer le Grand Nord, et c'est que les pays ont le droit de réclamer jusqu'à 650 km de zone économique exclusive, à condition qu'ils prouvent que leur plateau continental se rend jusque-là. Vous comprendrez qu'un plateau continental, c'est une notion extrêmement controversée qui est un peu difficile à définir. Comment ça se passe? C'est que les pays sont eux-mêmes responsables de monter un dossier, de prouver que leur plateau continental se termine à l'endroit où ils disent qu'il se termine, avec des preuves géologiques, des études qu'ils ont eux-mêmes réalisées, pour amener tout ça à un comité scientifique de l'ONU qui, théoriquement, est censé arriver à un jugement. Le problème, c'est que le système est complètement injuste pour les plus petits pays comme le Canada, le Danemark ou la Finlande, qui sont obligés de monter des expéditions scientifiques incroyables pour être capables d'aller récolter toutes les données nécessaires. D'une manière, le système garantit qu'il y a juste les gros joueurs qui peuvent avoir leur morceau du gâteau. C'est pas tout le monde qui peut se payer des sous-marins et des brise-glaces nucléaires. Donc à l'été 2015, la Russie revendique aux Nations Unies la souveraineté sur au-dessus d'1,2 million de kilomètres carrés dans l'Arctique. Tout de suite après, elle annonce la construction d'un nouveau brise-glace à propulsion nucléaire, le plus puissant du monde. En fait, la Russie est carrément dans un sprint vers la ligne d'arrivée et tout indique que pour le moment, c'est elle qui est en avance. Parce qu'en 2016, c'était déjà 80% du gaz naturel de toute la Russie qui provenait de la région arctique. Aux États-Unis, il n'en fallait pas plus pour sonner l'alarme. À l'été 2017, un rapport officiel dénonce le manque flagrant de brise-glace pour compétitionner avec la Russie et souligne que même si les contrats étaient donnés immédiatement,
Il faudrait des années avant de pouvoir livrer les navires. Et si au moins c'était juste la Russie? Parce qu'on sait que quand il y a une opportunité de s'imposer sur la scène mondiale comme un acteur incontournable, il y a quelqu'un qui se tient jamais bien loin. Et c'est la Chine, qui n'a absolument aucune légitimité pour revendiquer du territoire en Arctique et qui est donc obligée de passer par ses relations et par son portefeuille. Depuis quelques années, les investissements chinois dans la région arctique se sont multipliés. En 2018, la Chine a essayé de faire construire 3 nouveaux aéroports au Groenland. C'était pas un petit projet, c'était le plus gros projet d'infrastructure de toute l'histoire du Groenland. En fait, c'est seulement à cause de l'intervention des États-Unis, de James Mattis, qui était secrétaire de la Défense, que ça s'est pas passé. Les Américains ont appelé directement au Danemark et ont averti que sous aucune condition, les Chinois pouvaient être autorisés à militariser l'Arctique. Sans ça, la Chine aurait eu des installations juste à côté des côtes canadiennes. Et si vous trouvez ça tordu, souvenez-vous de TMAC Resources. Vous avez été des dizaines à m'envoyer des articles à ce propos. Et vous me connaissez bien, parce que c'était une histoire tout aussi fascinante. La Chine s'apprêtait à prendre le contrôle d'une gigantesque mine d'or dans le Grand Nord canadien, à Hope Bay, au Nunavut. Si la transaction avait été complétée, ça aurait donné à la Chine un avant-poste directement au bord du passage du Nord-Ouest. Finalement, c'est le gouvernement canadien qui est intervenu et qui a bloqué la vente pour des raisons de sécurité nationale. Là-dessus, la Chine joue un coup en avance sur tout le monde. Le passage du Nord-Ouest, c'est un raccourci majeur pour le transport maritime qui permettrait de couper de 40% la distance entre l'Europe et la Chine. Pour la Chine, c'est le jackpot. Ça brise la dépendance sur les voies maritimes contrôlées par les États-Unis, comme le canal de Panama ou de Suez. Pour le Canada, ça pourrait être une opportunité incroyable. Quand on y pense un peu, le passage du Nord-Ouest est directement sur son territoire. On devrait pouvoir monétiser ce privilège-là. Mais la vérité, c'est qu'on a déjà complètement raté le bateau. Au moment où on se parle, combien de brise-glaces polaires vous pensez qu'on a? 0. Aucun. La Russie en a 13. En fait, c'est plus qu'un problème de brise-glace, c'est un manque de vision généralisée face au Grand Nord, qui pourrait nous coûter très, très cher. Parce que même si le Canada voulait imposer sa souveraineté sur le passage du Nord-Ouest, il n'y a ni les bateaux, ni les ports, ni les routes, ni les capacités militaires pour projeter sa propre influence sur son propre territoire. Et vous le savez, sur la scène internationale, la faiblesse puis le manque de vision, c'est loin d'être les attributs des grandes puissances, de celles qui s'imposent. Le Canada dort au gaz. On est encore à des milliards et des milliards de dollars en investissement pour atteindre ne serait-ce que le strict minimum pour opérer dans le Grand Nord. Et pendant ce temps-là, l'opportunité nous passe sous le nez. Parce qu'il y a une grosse dispute en ce moment entre le Canada et les États-Unis pour déterminer si le passage du Nord-Ouest, c'est une voie maritime intérieure, donc une propriété du Canada, ou encore un détroit international, donc des eaux qui appartiennent à tout le monde. Normalement, le Canada pourrait défendre sa revendication, faire valoir son point et bloquer le passage si c'est nécessaire. Mais on ne s'occupe tellement pas de ce qui se passe dans le Nord que les Américains et le reste du monde sont morts de rire, que quand le passage est navigable, ils envoient des bateaux sans même nous avertir. Pourquoi ils le feraient? Ils savent que le Canada ne peut absolument rien faire, qu'ils se cachent dans la jupe des Américains et que pour une fois, les Américains sont d'accord avec le reste du monde. Encore récemment, Mike Pompeo a déclaré que les revendications du Canada sur son propre territoire étaient illégitimes. On voit clairement ce qui est en train de se produire.
le Canada s'est lui-même condamné au rôle de spectateur dans une partie qui risque de transformer le commerce mondial et où les enjeux sont absolument astronomiques. Il n'est pas trop tard, mais il est certainement très tard. Il reste à peu près 10 ans avant que le passage du Nord-Ouest soit navigable à l'année, puis qu'on se fasse imposer par les grands pays du monde la politique du fait établi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On continue à faire comme si ça n'existait pas? Pendant combien de temps? Parce que le reste du monde est loin de nous attendre. 7 jours sur Terre, c'est un média 100% indépendant qui est financé exclusivement par les contributions de ses membres exclusifs pour aussi peu que 99 sous par mois. En plus de permettre la production de cette émission, les membres exclusifs ont accès à une tonne de contenu qui leur est entièrement réservé, dont un segment complet de cette émission, ainsi qu'une revue de presse à chaque semaine où on revient sans script sur les grands dossiers d'actualité. Pour devenir membre, c'est super simple, ça se fait en quelques clics seulement au 7jourssurterre.com/abonnement. Merci et à très bientôt.